Bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Cet épisode voit deux événements qu'il me faut vous communiquer. La première est qu'il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison. Le prochain épisode sera donc le dernier, ne portera pas sur les films de l'actualité et sera plus chargé en jeux et chroniques diverses. Mais surtout, le gros événement de cet épisode, c'est le retour. He's back. Le retour du roi, il est là. C'est moi, ouais. Il a fini son mémoire. J'ai terminé mon mémoire enfin. Je suis libre et au chômage. Autour de la table, Julien, Jérém et Fred. Bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous, de nouveau. Au programme de cet épisode, l'adaptation tant attendue du conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet et le deuxième film de l'année par Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, qui était passé à Cannes. Et comme d'habitude, on commence l'épisode par un tour sur les actualités. Frédéric, qu'est-ce qui t'a marqué sur l'actualité mondiale? Je cherchais un peu une actu et je suis tombé sur une actu un peu... c'est pas du tout joyeux, mais je me suis dit que c'était important d'en parler. L'ancien président Dominique Boutonna du CNC vient d'être condamné le vendredi 28 juin à 3 ans de prison, dont une année de prison ferme à domicile. Il était accusé d'agression sexuelle sur son filleul, âgé de 19 ans. Donc voilà, il était enfin condamné à une peine de prison. Et je ne sais pas qui reprend la suite de la présidence. Bon, c'est pour autre chose, c'est pas pour la même chose, mais parce que le CNC vient de modifier des choses concernant le choix pour le film représentant la France aux Oscars. Après le débat houleux de l'année dernière par rapport au choix de La Passion de Dodin Bouffant aux dépens d'Anatomie d'une chute, des changements sont apportés. En effet, des membres sont ajoutés, 4 passant de 7 à 11, et avec l'ajout de 5 suppléants afin de, je cite, favoriser la collégialité des débats, la diversité des points de vue et le caractère secret du vote de chaque membre. De plus, les membres de la commission seront élus pour 2 ans au lieu d'1 actuellement. Et enfin, le directeur du CNC n'assistera plus aux séances en qualité d'observateur. Voilà les 3 changements majeurs. Autrement, il n'y a pas de changement au niveau du processus de sélection, puisque les films voulant candidater pour être le représentant de la France aux Oscars ont jusqu'au 15 juillet pour déposer leur candidature cette année. Moi, je vais parler de celui dont on ne doit plus prononcer le nom. Voldemort? Pas lui, l'autre. Quentin Dupieux. Ah. Et oui, on pensait, on espérait qu'il ferait une pause. Eh bien non, le prochain film de Quentin Dupieux est annoncé, donc il va pas arriver tout de suite, puisque le tournage sera en février 2025. Donc on peut espérer une sortie au courant été 2025, et dans le rôle titre, on retrouvera Adèle Exarchopoulos. Et du coup, ce film sera nommé l'avant-dernière séance. Est-ce que ce sera son avant-dernier film? Je ne sais pas, mais je pense que Quentin Dupieux est le nom de réalisateur qu'on a le plus cité dans cette émission. Je laisse à Jérémy le soin de faire ses recherches. Alors là, ouais, je me suis retapé toutes les émissions pour l'émission qu'on fera pour la fin d'année. Vous êtes pas prêts. Il va nous faire les chiffres de DCP. Mais Voilà. ça me fait de la Vous peine a- parce que... Vous avez un petit spoil, là, sur l'émission de fin d'année, ma chronique, ce sera les chiffres de DCP saison 1. Ça fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'au tout début on disait « Ah, Quentin Dupieux, trop cool !» Et puis maintenant, genre, on n'arrête pas de l'insulter, enfin, tu vois... C'est Owen qui a lancé la charge, hein, je suis désolé. Julien un peu aussi, quand même. On a déjà eu cette discussion. Je rappelle, quand il a présenté le deuxième acte, le salaud revient, hein, donc je suis désolé. J'ai toujours pas Owen. vu le deuxième acte, alors... Mais t'inquiète. J'ai rien raté. Écoute l'émission. Ok. Moi, ma news, elle est plus sobre. Et puis en vrai, normalement, c'est Jérémy qui devrait dire ce genre de choses-là, parce que moi, c'est pas un truc qui me tient à cœur. Je vais vous parler du prochain Transformers. Et pourquoi moi, obligatoirement Parce que c'est toi qui m'as filé les Blu-ray pour que je les découvre à l'époque. Le prochain film, du coup, c'est un film d'animation. Il s'appelle Transformers le commencement. Et il a son réal. Et en fait, son réal, je l'aime bien. C'est Josh Coulet. Il a fait Toy Story 4, non? Oui, ça. C'est exactement ça. Et au doublage français, on a Audrey Fleurot et Philippe Lachaud. C'est cool. Trop bien. Je sais pas, ça vous vend du rêve, ça? Bah, en vrai, le Star Talent, pour Vice Versa 2, il est très bon, hein, donc pourquoi pas. Audrey Flora, elle a déjà fait du doublage et elle est très bonne. Ah non, mais après, c'est des acteurs en soi. Hein. Moi, j'ai Ouais. aucun souci. Ok. C'est juste, j'imagine pas la voix de Philippe Lachaud. Sur Optimus Prime. Ouais, c'est ça. C'est l'heure de la discussion autour des films qui font l'actualité. Pathé poursuit dans ses adaptations modernes des œuvres d'Alexandre Dumas par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Après le diptyque des Trois Mousquetaires, c'est au tour du chef-d'œuvre du Comte de Monte Cristo d'être porté à l'écran avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Moi perso, j'étais très curieux. On va voir ce que ça donne. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra.
Et pour tout le monde, il sera mort. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Qui a lu le bouquin ? Pas moi. Non plus. Tant ton expertise, Owen. Ah, zut alors. Il n'y a qu'Owen qui... Parce que ce film-là, ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi quand même qu'il a été annoncé. Et moi, j'ai prévu le coup, je me suis dit, tiens, je vais lire le bouquin avant de voir le film sortir. Ah ouais, tu l'avais vu à l'occasion de la sortie du film. Je sais que tu l'avais lu il y a plus longtemps que ça. Non, je l'ai lu en décembre dernier. Mais oui, c'est vrai. À l'époque où le film était encore prévu pour sortir en décembre là, sauf qu'il a été avancé. Et c'est devenu entre-temps mon 2e livre préféré, après Le Seigneur des Anneaux. C'est absolument immense comme livre. Et est-ce que c'est immense comme film ? C'est court. Parce que si tu regardes les autres adaptations de Monte Cristo, je pense souvent aux mini-séries qui ont été faites, t'atteins facilement 7 heures, 8 heures de matière. En général, ça dure minimum 3 heures. Bah après, on est quand même dans cette idée-là. On est 2h45 de film. 2h53. Il y a que le film avec Guy Pearce qui dure 2h10. Oh, il doit être sacrément cuté le. Ouais, dis-toi qu'il y a un seul adversaire en fait à Monte Cristo dans ce film. Ah oui, d'accord. Après, je pense qu'à l'inverse de Napoléon, quand même, Monte Cristo, ça a su... Bon, il y a peut-être moins de matière quand même que toute la vie de Napoléon, mais le film, je trouve qu'en 2h53, il arrive quand même à faire le taf, non ? Ah, c'est un très bon film pour moi. Parce que je pense aussi qu'il... Alors là, c'est Owen qui peut me confirmer, mais j'ai eu la sensation que les coupes étaient surtout faites sur l'introduction, plus que sur la partie qui est le cœur du film, c'est-à-dire toute la mise en place de la vengeance. Mauvaise réponse. Ah ouais, et bah écoute, c'est la sensation que j'ai eue en voyant le film. Pour vous dire clairement, il y a énormément de choses qui sont coupées. Le livre fait 1400 pages et il y a genre 5 ou 6 personnages ultra capitaux dans le bouquin qui sont littéralement coupés. Ça m'étonne pas. Il y a des subtilités chez certains personnages qui sont ôtés aussi. Par exemple, le personnage de Fernand, c'est pas un noble à la base. C'est un plouc qui se fait passer pour un noble. Bref, il y a énormément de subtilités. Mais ces coupes-là sont jamais au détriment de la cohérence et de l'esprit du bouquin. C'est-à-dire qu'on a toutes les thématiques et tout l'esprit de Dumas dans ce film-là, ce qui en fait pour moi une très bonne adaptation, parce que finalement, tout ce que le film fait comme raccourci et comme coupe n'est jamais vain au propos même du récit. Donc ça en fait un très beau film, et surtout je pense que ça en fait un super film pour ceux qui connaissent pas Monte Cristo. Parce que, je vous le dis, je l'ai hurlé à Jérém pendant toute la sortie, tout le chemin pour rentrer à l'appart, je disais mec, ça donne tellement envie de lire plus, parce que ça adapte la machination de Monte Cristo dans le bouquin, elle est 3 fois plus épaisse. Il y a tellement plus d'intrigues, tellement plus de pions qui sont posés à droite à gauche que ça rend la chose beaucoup plus satisfaisante. Mais déjà dans le film en soi, c'est plutôt cool ce qu'ils construisent. C'est pas la même chose que par rapport au bouquin, mais c'est quand même cool en matière de construction de récit et de montée en progression. Et d'ailleurs, je trouve, parce que je vais forcément le mettre en comparaison avec Les Trois Mousquetaires, parce que autre adaptation de Dumas, mais surtout on retrouve les mêmes scénaristes. Et je trouve que le pari de faire un seul film, plutôt que de faire un double film, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et même, je trouve que ils auraient dû oser les 3h30. Après, évidemment, en termes de production, t'es forcément frileux à sortir des longs films au cinéma, mais je pense qu'un film de 3h30, ça aurait pu vraiment se faire. Mais justement, j'en parlais avec Owen juste avant qu'on commence l'émission. Dans le film, il y a il prévoit de montrer des bateaux qui explosent. Je sais pas si tu vois le moment où il y a tout un délire avec les bateaux qui doivent être explosés. Donc tu vois les personnes qui se préparent à aller attaquer tous ces bateaux, mais il y a aucun plan de ces bateaux qui viennent à être détruits. Donc je me demande si le film n'a pas été coupé justement parce qu'il était beaucoup trop long à la base, non ? Le film est un peu avare en action et je pense pas que c'était le but de montrer forcément tous les trucs ultra dans l'action du film, du livre, pardon. Mais là, je prends cet exemple pour rebondir sur ce que disait Owen, sur le fait que le film coupait, mais toujours en restant dans l'esprit du livre. C'est ça, c'est-à-dire que oui, on a des coupes, on a des actions qui ne sont pas montrées, on a des ellipses, mais tu le sens jamais vraiment comme une jeune. Sauf si, et là peut-être que pareil, et peut-être que c'est aussi comme ça que le traite Dumas, mais j'ai eu la sensation entre l'évasion de l'île d'If et justement quand Edmond Dantès acquiert son trésor, et qu'ensuite il arrive à Paris, je sens qu'il y a une sorte d'énorme ellipse, ça m'a gêné. Ah, c'est le cas dans le bouquin. Non, ce qui peut être regrettable un petit peu, c'est qu'évidemment il y a certaines séquences qui sont un peu rushées quand d'autres sont tirées un peu sur la longueur. Par exemple, Edmond Dantès dans la prison, je pense que c'est quelque chose qui aurait gagné à être écourté de 5 voire 10 minutes, quand justement genre toute la quête de la chasse au trésor, qui est une partie très chouette dans le bouquin, elle est complètement éclipsée. C'est ça, c'est cette sensation que j'ai eue. D'autant que je trouve qu'en termes
de narration. Et encore une fois, est-ce que c'est l'adaptation, est-ce que c'est le livre ou c'est l'adaptation? Mais je trouve que, et petit spoil, le fait que à la fin il ne passe pas par les tunnels, c'est-à-dire qu'on te vend quand même une action de 15-20 minutes sur la construction d'un tunnel et que finalement ce tunnel n'est pas utilisé, je trouve que c'est un peu décevant. Tu prends ton temps à construire un tunnel et finalement c'est une action un peu presque indépendante de ça qui provoque l'évasion. Oui, mais encore une fois, c'est... Mais là je chipote sur du détail. Et Ouais, ça, dans c'est le ça. roman, c'est comme ça? Ouais. Ok. C'est pour ça que, en fait, il y a plein de critiques qu'on peut faire au film qui, en soi, genre, moi, je hausse un petit peu les épaules parce que finalement, c'est des choses qui font partie de l'œuvre en soi. Parce que le Monte Cristo, le bouquin, c'était un bouquin feuilleton. C'est que chaque chapitre était édité au fur et à mesure sur la presse et Dumas était payé à la ligne. Donc c'est pour ça que c'est un gros pavé, c'est qu'il tire sur la corde systématiquement, sauf que Dumas a une façon d'écrire. D'ailleurs, il n'était pas seul à écrire, hein. Il avait un collaborateur qu'on a vite oublié, j'ai oublié son nom et il faut pas l'oublier. Bref, il écrit merveilleusement bien. C'est un pur bonheur à lire Monte Cristo parce que tu as l'impression de t'élever intellectuellement parlant tellement les tournures de phrases sont belles. Et justement, je trouve que le film le rend bien. C'est-à-dire que les dialogues, bon, c'est les dialogues du bouquin, mais c'est beau, c'est du romantisme pur. Et il y a certaines déclarations d'amour, moi je... C'est pour ça que je trouve que le Monte Cristo est bien supérieur aux Trois Mousquetaires. Je crois que le gros écueil de l'adaptation des Trois Mousquetaires, c'est d'avoir essayé d'alterner entre classicisme et modernisme. Donc, c'est-à-dire que tu le sentais dans les dialogues, tu sentais aussi dans les effets de mise en scène. Monte Cristo, c'est très académique, mais c'est pas un souci. C'est-à-dire que c'est des plans très larges, c'est-à-dire on met en scène avant le costume, on met en scène la musique classique, et pareil sur les dialogues, mais ça marche très bien, d'autant qu'on prend des acteurs de la comédie française, Laffitte, Bouillon, et je les trouve bien plus efficaces que ce que pouvait donner un Cassel ou un Duris, qui sont pourtant des très bons acteurs. Hein. Bah, surtout que dans Les Trois Mousquetaires, t'avais une photographie qui était très marquée, tu vois, et c'est surtout qu'ils ont voulu faire un truc en mode, dans le deuxième, ils ont voulu faire un côté plus sombre ou lumineux, je sais Plus plus. lumineux. Ouais, plus lumineux dans le deuxième, qui fonctionnait pas du tout parce que bah, tu voyais que c'était fait en post-prod. Là, dans celui-là, t'as une approche quasi naturaliste, je trouve, dans la photographie, notamment au tout début, dans le palais de justice, là, avec le personnage de Laurent Lafitte, donc c'est Villefort. Et je trouve que tout le film, en fait, c'est beau. Il y a des beaux plans, la photographie, elle est belle, généralement. Et je trouve que De la Porte et De la Patelière, ils font un meilleur taf que Bourboulon sur Les Trois Mousquetaires. Largement. Hein. Mais tu dis que c'est de la belle mise en scène, mais c'est de la belle production aussi. C'est-à-dire que les costumes sont très beaux, les Oui, c'est décors... ça. La production value, elle est énorme. C'est ça. Mais c'est marrant que tu dises que Les Trois Mousquetaires se veut trop moderne en matière de réactualisation du récit, parce que moi je trouve que cette version-là de Monte Cristo est super moderne, elle est super en adéquation avec le spectacle, le cinéma français actuel qu'on nous sert. C'est-à-dire que, ok, il y a ce côté classique de grande aventure qu'on perd un petit peu avec les productions actuelles, mais en même temps, genre, c'est un film de 2024. Et il a cette saveur de film très contemporain, je trouve. Oui, tu le sens que c'est du blockbuster qui a été fait récemment, mais vraiment, Les Trois Mousquetaires, tu avais cette idée déjà en termes de costumes, c'était une volonté de donner un côté très western, un côté très sale. Il y avait aussi cette histoire de photographie. Il y avait les dialogues qui étaient... C'est souvent pas les dialogues de Dumas dans Les Trois Mousquetaires, c'est des interpellations très modernes. Et je trouve que ça fonctionnait beaucoup moins bien parce que tu n'arrivais pas à voir le produit que tu avais. C'était un entre-deux. Là où je trouve que Monte Cristo réactualise très bien son récit. Mais c'est de la même manière, moi, parce que le film auquel j'ai beaucoup pensé en voyant Monte Cristo, c'était Les Illusions perdues. C'est-à-dire que Les Illusions perdues, c'est un film totalement moderne. C'est-à-dire que ça parle du journalisme, mais tu as un écho à la société actuelle qui est criant. Et pourtant, le film est extrêmement classique, c'est-à-dire dans les décors, extrêmement classique dans ses dialogues, et pourtant il est très moderne. Et c'est exactement le même chemin qu'a pris Monte Cristo, et je trouve que c'est très bien. Alors oui et non. Là, c'est la petite subtilité du mec qui a lu le bouquin, c'est qu'il y a une partie de l'esprit du bouquin qui est complètement obstruée dans ce film, et c'est un petit peu dommage, mais en même temps ça se comprend. Ça ôte totalement tout le contexte géopolitique du récit, mais qui en même temps, genre, à l'époque, on est dans un... Comment dire, je sais plus, 1835 je crois, est publié le roman. Et c'est dans cette période-là où Napoléon est à l'île d'Elbe, il revient, il repère, il y a tout ce grabuge politique qui se joue entre les royalistes au pouvoir, Napoléon, l'Empire. Et ensuite, entre les libéraux et les monarchistes. Et en fait, le livre te parle beaucoup de ça. En fait, le livre te parle de cette instabilité de la société française et de toutes les injustices qui se font. Et bon, c'est quelque chose qui n'est plus trop d'actualité, je crois, j'espère. Et donc forcément, tout le contexte géopolitique du bouquin est quasiment absent du film. Quelque chose qui se comprend parce que ça aurait alourdi, mais en même temps,
Ça aurait sans doute alourdi, mais ça serait peut-être moins efficace dans un long métrage, justement. Ouais, peut-être un peu plus... Peut-être en format sériel. J'ai pas encore vu Il y a les mini-séries. Il y a la série qui va sortir aussi, dont on avait parlé, une série qui doit sortir cet été, il me semble. Ouais, mais il y a aussi la série avec Depardieu et Rochefort, Oui. qui apparemment se vaut plutôt bien, surtout pour ses costumes. Mais je n'ai pas encore vu. Vous avez d'autres choses à dire, les gars? Ah bah oui, Pierre Ninet. Oui, bah oui, ah putain, j'avais oublié. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Pierre Ninet? Est-ce qu'il était à la hauteur de ce rôle ou pas? Oui. J'y croyais pas, mais en fait, putain, oui. Ouais, on est d'accord. Hein. Moi, Mais, j'ai adoré. Ninet qui rentre dans des rôles plus dramatiques que ses rôles comiques habituels, ça fonctionne très bien. Hein. Mhm. Déjà, je trouvais que dans Goliath, je sais pas si tout le monde l'a J'ai vu. pas vu Ouais, je l'ai Goliath. Dans Goliath, où il joue un lobbyiste, c'est C'est pas très là où- Macron, quoi. Lobbyiste très Macron. Bah, tu l'attends pas dans ces registres-là, et pourtant c'est super efficace d'avoir un Ninet méchant finalement. Mhm. Ah, là, il est méchant dans ce film. C'est ça aussi, c'est la destruction de la morale d'un personnage, Monte Cristo. C'est qu'à la fin, il n'est que la vengeance, il n'est que ce bras vengeur, et je trouve qu'il l'incarne très bien. Et pourtant, ça- elle est jouissive à suivre en plus, cette vengeance. T'as pas lu le bouquin? Elle est jouissive, mais je trouve qu'il va pas non plus trop loin. Tu vois. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'à la fin du roman, ça devienne vraiment un anti-héros, enfin un anti. En fait, il y a toute la thématique du pardon qui entre en jeu. Ok. Et c'est vrai elle arrive un peu sur la fin dans le film, alors qu'elle est là sur tout le bouquin en fait. Elle est là sur Edmond Dantès est systématiquement en train de se questionner sur est-ce que c'est légitime ce que je suis en train de faire. Ok. Et ça occasionne une des plus belles scènes, la scène du duel au pistolet. Ah, il a fait une de ses têtes, Owen, quand il a vu la coupe. Bah ouais, parce que c'est la meilleure scène de littérature que j'ai lue dans ma vie. Bah dis-nous qu'est-ce qui se passe quand ça coupe. Il y a littéralement 3 personnages absents dans le film qui assistent à la scène de duel. Oh. Et la présence de ces personnages est primordiale parce que... Comment t'expliquer? Je vais pas vous expliquer les 3 personnages et ce qu'ils font dans, Il dans faudrait cette qu'il nous scène. fasse un résumé du livre, je crois que ça prendrait trop de temps. Exactement. Oui, ok. Donc lisez le bouquin, mais en fait, il y a quelque chose qui se joue après que les coups soient tirés, alors que le film fait le choix de faire un cut et de quitter la scène comme ça, et moi j'étais en mode non non Fais chier. Mais oui, Ninet, il est merveilleux et tous les acteurs sont merveilleux. Ah oui. Anaïs de Moustier, elle joue extrêmement bien cette mélancolie de Mercedes dans la deuxième partie. Elle le capte parfaitement, Lafitte, il est charismatique comme c'est pas permis. Tous, ils sont tous bons. Et ça fait tellement plaisir. Tout est bien en fait dans le film. Tout est bien produit, tout est bien conçu. Ouais, petite parenthèse sur Jérôme Robotier, qui est la personne qui gère la musique, Ouais. qui a composé la musique du film. Les gens ont dit que ça faisait très Zimmer. Moi, j'ai l'impression que ça, ouais, qu'il y avait des petites notes un peu Zimmer, même des petites musiques vraiment. J'ai l'impression qu'il reprenait des notes de musique un peu connues, ouais. Bah en fait, il reprend un thème qu'il le remet en fait plusieurs fois dans le film. En C'est pour ça qu'on variant dit des Zimmer, trucs. ouais. Donc c'est Mm. pour ça que il y a peut-être du Zimmer là-dedans. Bah même du John Williams qui faisait ça, hein, plutôt de composer des musiques et de les réarranger selon ce qui se passait à l'écran. Donc Ouais, Moi, on ça a- marchait bien, ça accompagnait bien les actions, j'aimais bien. On appelle ça un leitmotiv en fait. voilà. Ouais, voilà. Bah, pour conclure, ça redit un peu ce qu'on a dit, mais je pense que c'est le genre de films qui sont vraiment nécessaires au cinéma français. Genre déjà, ça fait du bien de voir des films qui atteignent les millions d'entrées dès la première semaine. Mm. Et je pense que c'est des films sur lesquels en fait on est bon. C'est-à-dire que pour concurrencer les films américains, c'est vraiment les films. C'est le film d'époque, ouais. Ouais, c'est des films qui font plus de vues que les films français, ces films américains. On peut tenter des films d'action, on peut tenter plein de genres de choses, mais s'il y a une chose où on est au-dessus de tout, c'est vraiment le film d'époque. D'autant quand on arrive à garder cette aura classique, et on a tellement un vivier littéraire à adapter, que je pense que c'est nécessaire de revenir sur du gros blockbuster. Et du gros blockbuster qui permettrait peut-être de faire un renouveau du cinéma d'auteur qui, je trouve, est un peu engoncé dans ces mêmes thématiques en France. C'est un peu comme quand il y a eu la nouvelle vague qui est arrivée, parce qu'il y avait un cinéma de qualité française qui était bon, les cinémas, c'est Gabin, Becker, Verneuil, tout ce genre de choses, mais qui a eu besoin d'un nouveau souffle au cinéma. Mais pour avoir ce nouveau souffle, il faut qu'on revienne sur du bon blockbuster français, incarné par des films comme Monte Cristo. Quitte à faire moins de social et de films d'auteur. Bah pour avoir, je pense, des meilleurs films d'auteur de qualité, il faut repasser par une étape de gros blockbusters comme ça. Et est-ce que le blockbuster marche? Et ben devinez le budget de ce film. C'est 30 millions, non? Non, plus que ça. 50. Non, un peu moins. 42 900 000. 42 900 000 euros. Quasi 43 millions. Pour une première semaine à 1 187 240 entrées. En 5 jours, puisqu'il est sorti vendredi, je le rappelle. Il a bien profité de la fête du cinéma, puisque c'est le premier des nouvelles sorties, du coup, mais le deuxième de la semaine, derrière Vice Versa 2. En vrai, c'était tellement une bonne stratégie de sortir le film vendredi. Ouais, c'est très bien d'avoir fait ça. En plus, tout le monde était un peu en mode ah non, mais non, on veut le voir maintenant. Et
Ouais, mais C'est- comme ça fait venir plein de gens. Et tu vois, je me dis, le budget d'Astérix. Plus de 60 millions. Oh là là. Voilà, Oh c'est là vraiment, là. je pense que ça résume tout le problème. Oh là là. Là, tu le vois que l'argent a été mis dans le film. Astérix, pas du tout. Mais c'est marrant ce genre de film-là qui te donne l'illusion qu'il coûte beaucoup plus cher, alors que non. Bah, ça veut dire que bien l'argent a été produit. bien dépensé et bien produit, ouais. C'est cela. Eh ben, on va quitter le blockbuster français pour venir vers du cinéma d'auteur. Peut-on parler de cinéma d'auteur américain puisque Yorgos Lanthimos est grec et qu'en fait, je dis des bêtises parce que son film, il l'a fait au Royaume-Uni. Lanthimos nous fait un Dupieux. Parce que tout comme le réalisateur français, le grec nous sort 2 films en l'espace de 6 mois, mais lui c'est plus fort encore puisque ces films durent au moins 2h20. Kinds of Kindness, ça dure 2h40. Tout le monde était très intrigué. Est-ce que ça vaut, voire est-ce que ça surpasse Pauvre créature? J'ai écrit ça avant de voir le film, je ne crois plus du tout ce que je suis en train de dire. Let's talk. Je t'aime, Raymond. Non, ce n'est pas de l'amour. L'autre jour, elle m'a demandé de la baiser en gardant mon uniforme et elle m'a tapé. Violemment. Une fable en triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente, et une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Bon bref, c'est un film à sketch avec 3 moyens métrages. Moi, j'ai adoré. Voilà, Ah comme ouais, ça, c'est quoi dit. Voilà. Non, mais j'ai adoré et plus j'y repense, plus j'adore. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. Ouais, moi, j'ai pas aimé Pauvre créature, donc forcément, voilà, on va pas refaire l'épisode qu'on a fait en début d'année, mais j'étais assez mitigé sur Pauvre créature. Là, je retrouve l'Antimos que j'aime, l'Antimos ironique, l'Antimos sombre. Le Lanthimos de Canine. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié, mais forcément, ça souffre de ce qui est toujours un film à sketch, sa longueur, puisque c'est très C'est très découpé et tout très découpé, très divisé. ça. Ça ne mène pas à grand chose surtout. LOL, j'ai pas vu. Ouais. Voilà. Et toi, Owen? Non, moi, alors, en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. Surtout qu'en vrai, le fait que on reparte sur une nouvelle histoire m'a aidé à me remettre à zéro à chaque fois. Ok. Du coup, j'ai juste une petite question. Donc oui, j'ai pas vu le film pour la première fois. Il a utilisé son Joker. J'ai utilisé mon Joker de pas voir le film. Est-ce que c'est des histoires imbriquées ou c'est vraiment Elles n'ont rien à les voir. 3 courts-métrages ou les 3 courts-métrages sont à la suite quoi. Bah, Enfin, le 3 En, moyen-métrages. en termes de fiction, ce qui se passe dans la diégèse des films, ça n'a rien à voir. Après, moi, j'ai l'impression que Lanthimos prend 3 récits distincts pour s'amuser, en fait. Il s'amuse, il prend 3 récits qui sont un peu basiques, situation initiale, qui est troublée, tu vois, il y a vraiment un truc vraiment basique dans les 3 récits, mais il s'amuse juste à mettre tout ce qu'il sait faire, en fait. Bah, de toute manière, l'Antimos, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est toujours des personnages qui sont éperdument contrôlés par un autre. Genre, c'est toujours ça. C'est toujours un personnage qui croit aveuglément à ce que un autre va lui dire. Et bah là, c'est Willem Dafoe 2 fois sur 3 dans ce film-là. Et déjà, c'était le cas dans Pauvre créature. Il a un contrôle absolu sur la psyché d'une personne et il l'en joue. Le truc, c'est qu'à un moment, il faut évoluer un petit peu. C'est que il a fait 4 ou 5 films dessus. Canine, c'était déjà ça. Canine, c'était son premier film. Lobster, c'est déjà ça aussi. La Favorite, c'est ça aussi. Et Les Amours du cerf sacré. je l'ai pas vu. La mise à mort du cerf sacré, c'est plus ou moins la même chose C'est avec que- Barry Keoghan. C'est ça. Et moi, mon petit souci, c'est que tu peux jouer avec les formes de ton cinéma. C'est ce que fait Yorgos Lanthimos. C'est qu'il s'amuse sur les formes de mise en scène. Mais d'un point de vue de thématique, il n'a jamais évolué. Et là, c'est 3 fois, on repart à zéro et on en revient à redire exactement la même chose. Et je trouve que ça rend la chose extrêmement redondante. Alors que Pauvre créature, justement, c'est là où je trouvais que Pauvre créature, c'est peut-être son chef-d'œuvre, même si je préfère La Favorite. Pauvre créature, c'est un film qui va un peu plus loin de ça. C'est un film sur l'émancipation. Et justement, t'avais l'impression de trouver un Yorgos Lanthimos libéré. Et là, il revient à ses gimmicks éculés. Moi, je trouve pas que ce soit un souci parce qu'à partir de La Favorite, je trouve qu'il y a quand même une grande séparation dans son œuvre. Notamment déjà parce que ce soit La Favorite ou Pauvre créature, c'était beaucoup plus grand public. Mais il y a des idées dans les deux beaucoup plus dramatiques, on va dire vraiment tu prends un film comme La Favorite, c'est très shakespearien, c'est comme une pièce de théâtre, c'est un peu un film coup de poing comme pourrait être Monte Cristo, c'est-à-dire où tu as une évolution du personnage jusqu'à la fin, c'est un combat d'intrigue politique, tout en gardant ces thématiques propres, c'est-à-dire le cloisonnement, l'enfermement, l'emprise. Mais moi, voilà, le défaut que je reprochais à Pauvre créature, c'était qu'en gardant ces thématiques, il se perdait. Quand il sortait de ces thématiques-là, il se perdait. C'est-à-dire que l'Antimos, il n'y a jamais vraiment d'espoir. Tu peux jamais te libérer. Et Pauvre créature, c'est l'émancipation et la libération.
finalement. Et quand il attaquait ce thème-là, je trouvais qu'il se perdait. Et là, il revient à ses sources. Et je trouve pas que ce soit un souci, parce que malgré qu'ils prennent la même thématique sur ces 3 courts-métrages, ils les explorent différemment. C'est-à-dire qu'on retrouve un thème très réaliste dans le premier court-métrage. On est beaucoup plus dans le paranoïaque, surréaliste, onirique dans le deuxième. Et le troisième, on assume un côté très fantastique et voire même très absurde, loufoque. Moi, j'ai adoré, mec. J'ai adoré. Non, mais j'aime bien en soi. Genre, en fait, tu me montres chaque court-métrage, moyen-métrage, indépendamment l'un de l'autre. Ça me va très bien, en fait. Mais c'est bien que ça arrive la même année que pour Things. Non, pour Things, Oui, c'était en janvier. la même année. Après, c'était sorti à la Mostra pour Thing, donc en vrai, c'est un film de l'année dernière, techniquement. Ok. Oui. Mais tout ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait un nouveau film avec encore des acteurs un peu américains. Donc il y a encore Emma Stone, il y a William Dafoe, etc. Mais là, il est revenu vraiment à son cinéma, tu vois. Oui, Je crois que c'est ce qu'avait même annoncé Julien avant de voir le film. Tu nous avais dit que tu t'es un peu renseigné sur le film avant qu'il sorte et tu étais content parce que tu avais l'impression que ça allait être un film qui revient un peu à ce qu'il faisait déjà. Bah, au début, j'y allais pas avec une très bonne impression parce que les critiques l'ont démonté. Mais de toute façon, c'est l'effet film à sketch, si on peut appeler ça vraiment, de voir l'idée du film à sketch, c'est que c'est toujours, comme on le disait, c'est très irrégulier. C'est toujours très inégal. Et peut-être que oui, est-ce que ça aurait été mieux en 3 moyens métrages, un peu comme avait fait Wes Anderson sur Netflix. C'est ressortir les courts-métrages Netflix plutôt que de revenir sur un même film, etc. Où c'est sûr qu'à la fin, ça tire en longueur. Oui, mais Après, le poids du film. D'un côté aussi, il réunit les 3 films par le personnage de. Alors j'ai mis RMB, mais c'est pas RMB. RMF, je crois. Oui. RMB. Il y a, oui, tu demandais Jérémy. Je crois qu'à un moment, je suis pas très sûr, mais RMF, dans le premier, bon, je spoil. Hein, dans le premier, il se fait écraser par une voiture. Et de ce que je vois, c'est que dans le 3e court-métrage, on revoit le même avec les mêmes blessures sur le corps. Il se fait. Ah non, pas du tout. Si, il a genre les mêmes blessures, les mêmes Ah ouais bleus et tout. Ouais. Mais il Non. ressuscite justement dans le 3e. C'est le ça, fil conducteur de Kinds of Kindness, quoi. C'est RMF. RMF. Bah, c'est un peu ça, c'est que c'est le fil conducteur, mais en même temps qui permet de réunir les 3 films. Parce que, ouais, juste, il s'amuse à faire une anatomie de son récit. C'est ça que j'avais écrit, moi. Après, Mais il faudrait qu'on vienne sur chaque film, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu au-dessus. toi, t'as vraiment envie de décortiquer chaque film parce que justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça à décortiquer d'un point de vue mise en scène. Ça reste sensiblement toujours la même chose. Il y a toujours ce rapport à l'étirement du temps, ce piano qui est un peu strident et des scènes saugrenues qui vont être tirées en longueur encore une fois. Après, voilà, chaque film est bien porté par ses acteurs. Ça, c'est la chose que je peux vraiment reconnaître au film, c'est que les acteurs sont vraiment brillants dedans. Et le trio Jesse Plemons, Willem Dafoe et Emma Stone, ils fonctionnent du tonnerre. Mais après, genre, tu prends franchement chaque film un par un. Je sais pas, j'ai pris mon pied à voir un peu toute cette micro-société un peu... Tu vois, surtout le dernier court-métrage où c'était une sorte de secte de l'eau. Ouais. Ces Enfin, c'était- micro-mondes qui se déploient avec chacun ses C'est ça. thématiques très quasiment totalitaires, dans le sens où les seuls espaces de vie, c'est ta voiture ou ta maison. Et les seuls objets de vénération qui peuvent procurer du bonheur, c'est ça, c'est des objets idolâtres qui appartiennent au gourou. C'est une raquette que Willem Dafoe offre à Jesse Plemons, il le nourrit de cadeaux. C'est pas n'importe quelle raquette, mec, c'est la raquette de John McEnroe qu'il a brisée en 1984. C'est vrai. Ou encore, je pense à l'eau, c'est-à-dire que la seule source de vie dans le 3e court-métrage, c'est l'eau, et c'est l'eau qui provient des larmes de Willem Dafoe. Et je trouve ça assez fou, toutes ces mini-choses que tu vas retrouver dans chacun des films. Tout un truc aussi sur l'alimentation. Oui. Le deuxième cours qui Ah oui. reprend le même concept que La mise à mort du cerf sacré, où c'est un personnage qui refuse de manger. Il y a tout un truc, même dans le 3, je crois qu'il y a tout un truc sur la nourriture. Enfin, vraiment, ça revient souvent dans ces films. Ça, c'était cool. Non, j'étais content en tout cas de revoir des petites parts du réal dans des récits dans lesquels il s'amusait, quoi. Notamment tous ces côtés de l'étrangeté, même quasiment malsain. Où il va pousser toujours les choses plus loin. C'était déjà le cas. Moi, j'ai beaucoup pensé à Mise à mort du cerf sacré dans la dégringolade que ça provoque. C'est Mise à mort du cerf sacré, c'est Colin Farrell, chirurgien notable qui vit toute sa petite vie et pourtant qui va réussir à sombrer peu à peu jusqu'à devoir faire le sacrifice ultime. Et c'est ce que tu retrouves dans le deuxième court-métrage. Mais toujours en allant vraiment dans le choquant, c'est-à-dire le pouce coupé mis dans une poêle. L'éventrement du corps. Pour Jérémy, en gros, le deuxième, Trop envie de le voir. le deuxième s'appelle RMF Fly. Et en gros, c'est, voilà, comme on l'avait dit au début, c'est un policier qui a perdu sa femme d'un naufrage. Elle revient et en fait, il pense que c'est pas du tout sa femme. Et du coup, il lui demande de se découper des parties du corps à donner à manger à son mari. Parce que sa femme, elle est prête à tout pour lui prouver
Qu'elle est Qu'elle bien l'aime. vraie, en fait, qu'elle est réelle. Tu vois, c'est ça que je trouve fou, c'est cette folie, mais poussée au maximum. Et même en scène folle, c'est des trucs qu'a déjà fait Lanthimos. C'est toujours cette explosion de folie. C'est Jesse Plemons dans le premier court-métrage qui, tu te dis qu'il va se libérer de l'emprise de Willem Dafoe. Donc, et finalement, Il fait tout pour le contraire. oui, en fait, il va faire tout pour le retrouver au point d'accomplir cette mission de tuer un homme. Pourquoi il doit tuer ? Parce que Willem Dafoe, je crois que c'est Robert et ben parce que ce personnage a dit qu'il doit tuer un homme. Il n'y a pas d'autre question, c'est comme ça. Et du coup, il va aller dans l'hôpital et tu as toute cette séquence dans les couloirs. Il va récupérer l'homme, il le met par terre, il prend son véhicule, il l'écrase en boucle et tu le vois. Et ça, je trouve que c'est osé et Lanthimos te le montre. Non, mais c'est du Lanthimos qui joue avec son cynisme et sa méchanceté. C'était déjà quelque chose de présent dans Canine. C'est toujours des personnages qui manipulent d'autres pour leur faire souffrir, pour les faire souffrir, mais sans raison. Ou en tout cas, genre juste pour le plaisir de les faire souffrir et parce que c'est presque de la bienveillance mal placée. Bah, d'où le nom Kind of Kindness. C'est ça. Mais Ça encore critique aussi un peu des modèles juste basiques un peu de famille. Genre dans le troisième personnage d'Emma Stone, elle fuit le modèle familial parce que elle en peut plus quoi. Elle veut plus tout vivre avec son mari et son enfant. Elle a bien raison. Hein. Elle y retourne et puis se fait violer par son mari. Je sais pas si dans ses autres films à Lanthimos, il y avait aussi une manière un peu de critiquer vraiment juste les modèles familiaux. Bah, un Canine, peu. c'est 100% ça. Hein. Je veux dire, c'est le cadre de la famille. C'est les parents qui enferment leurs enfants dans la maison et qui leur font croire tout plein de trucs sur le monde extérieur qui sont complètement faux. C'est-à-dire que genre un album de Frank Sinatra... C'est le papy en fait qui a enregistré cet album et du coup le père il s'amuse alors il leur fait la traduction en grec. C'est ça. Et pareil, enfin tout le concept de Canine c'est que pour sortir de la maison ils doivent avoir Perdre leur canine. Oui, ils perdent leur canine sauf qu'ils ont déjà perdu toutes leurs dents de lait donc ils ne les perdront jamais. Et mais en fait c'est ça tu le retrouves dans tout le cinéma de Lanthimos parce que même La Favorite c'est justement une société où tu es tellement enfermé que la seule possibilité d'Emma Stone c'est d'évoluer auprès de la reine. Ouais, je trouvais que ça ne menait pas non plus vers quelque chose de très nouveau dans le cinéma de Lanthimos et c'est peut-être moi c'est mon 5e film que je vois de Je pense lui. pas qu'il voulait proposer un truc nouveau. Je pense qu'il voulait vraiment revenir à ses origines Non, et mais je proposer vois, un essai en fait. Oui, presque, non, mais je vois tu bien qu'il s'amuse et que c'est un essai et que voilà, il a fait son énorme pauvre créature qui devait être sans doute un des projets de sa vie. Que là, il revient à quelque chose d'un peu plus accessible, simple à faire. De là à faire durer le plaisir 2h40. Après je crois que même pour moi le dernier court-métrage c'est qu'il assume que ça dure et que du cynisme pur, on passe vraiment à de l'humour noir. C'est-à-dire que on arrive à un moment où Emma Stone fait des drifts avec sa voiture, elle te tape une danse à côté de la voiture avec de la musique électro, et la fin du 3, elle est prévisible, mais elle est très drôle, elle est douce amère en fait. De toute façon, c'est vrai que la scène la plus drôle, c'est dans le 3. La piscine. C'est le plongeon. Moi, ça m'a mis mal, honnêtement. Enfin, Ouais, c'est mais très drôle, mais tu vois, dans ce moment-là, on est à un moment où genre c'est assumé que c'est horrible, mais là on passe donc quasiment dans du pur humour. Là où le 1 ou le 2, on est tous dans ces idées de paranoïa et vraiment de soumission verticale. Au troisième, c'est-à-dire qu'on a déjà fait plus de 2 heures de film quand on arrive au troisième. Lanthimos se dit maintenant on va rigoler. Ouais, et puis Emma Stone, le 3, c'est le film d'Emma Stone. Ouais, où Jesse Plemons passe vraiment en arrière-plan. C'est ça. Et il a gagné quelque chose, je crois, Jesse Plemons. Prix d'interprétation à Cannes. Ah oui, quand Bah, même. ça me donne envie de voir ça en finale quand même. Ça me ferait penser à Black Mirror, que j'ai pas vu en fait. Mais tu me proposerais Kinds of Kindness sous le format de Black Mirror, c'est-à-dire une série d'anthologie avec 3 épisodes de 50 minutes. Pourquoi pas ? Tip top, moi je te dis, mais carrément, toi, tu m'enfermes 2h40 dans une salle de cinéma pour les enchaîner comme ça. Bon, c'est une forme de cinéma en soi, et surtout le prestige de la salle. Et je trouve que voilà, ça ne méritait pas de nous occuper d'une traite 2h40 comme ça. Après, c'est le problème du film. Moi, le dernier film à sketch que j'avais pu voir, ou ce genre de film triptyque, c'était le Hamaguchi qu'il avait fait juste après. Qu'il a fait avant Drive My Car, mais qui est sorti en France après Drive My Car. Oui, je vois. Ah oui, les contes du hasard ou je sais pas quoi. Contes du hasard et autres fantaisies. C'était pareil sur 3 récits et moi j'avais trouvé que c'était totalement inégaux entre les récits. Et en plus c'était vraiment pour le coup les 3 étaient vraiment assez différents donc. Après je trouve que les 3 sont assez équivalents en matière de qualité. Je saurais même pas dire vers lequel j'ai une préférence. Peut-être le premier. Moi j'ai vu qu'il y en a qui disaient que le premier aurait pu faire un long métrage dans la veine de Lanthimos. Justement de faire tenir cette idée de la soumission à l'émancipation pour faire retomber à la fin le personnage dans une soumission. Ça aurait pu en faire peut-être un film d'1h30. Ouais. Moi je sais juste que c'est le deuxième qui m'a le moins plu. Il y a un moment j'en avais vraiment marre du deuxième. Vous c'est lequel votre préféré du coup les gars ? Le premier est vraiment bien.
J'ai adoré le Moi, premier. je trouve que ça se complète assez bien, comme je disais, avec le premier dans une veine très réaliste. Le deuxième, moi, j'aime beaucoup le deuxième, parce que le deuxième, forcément, t'as un côté, déjà avec la musique, donc je disais, ça me faisait beaucoup penser à Mise à mort du cerf sacré. C'est une musique très symphonique, très dramatique. Avec les petites notes de piano, c'est C'est ça. ça, hein. note de piano, mais c'est ce côté même presque Lovecraftien, avec ce côté du double, l'échange. Pareil, c'est ce côté très onirique, avec le rêve d'Emma Stone qui imagine le monde avec les hommes qui deviendraient des chiens, les chiens ça, des c'est vrai hommes. que c'est drôle. Mais en fait, j'avais oublié, mais dans la deuxième film, il y a la scène la plus drôle de tout le film. Le générique. L'orgie. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai rigolé. La même chose, encore des groupes un peu alternatifs à des modèles basiques de famille, quoi. Là, c'est des... Ouais, mais c'est marrant parce que pour certains, cette scène-là, elle est très gênante. Hmm. Moi, j'ai vraiment rigolé devant la scène de l'orgie. Je sais pas, vous, ça vous a... On Moi, dirait que vous l'avez oublié. j'étais sûr que ça allait être ça. On sent l'antimos, mais du coup, oui, c'est gênant et drôle à la fois. Non, puis surtout le contexte de... Du coup, dans le 2, ouais, c'est... Oui, non, mais je vais aller voir le film. C'est bon, on l'a convaincu finalement. Voilà, moi j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire sur Kinds of Kindness. Moi aussi. Est-ce que tu as les chiffres? Parce que Oui. tu n'as pas vu le film, mais tu as peut-être vu les chiffres. Oui, bah, je me suis renseigné quand même. Budget 15 millions de dollars. C'est tout. Moi, ça m'étonne pas. Bon, après, c'est pas. C'est très. Je pense que c'est très modeste. Hein. De ce que j'ai vu dans les bandes annonces, ça a pas l'air d'être un film qui a non plus des Ouais, ambitions. enfin, il y a la bagnole, il y a la... Je pense que le plus cher, ça devait être la location des décors, hein, parce que c'est quand même très luxueux, tout ça. En tout cas, il a fait 5,2 millions de dollars de recettes au niveau mondial, dont 2,4 aux États-Unis. Et pour sa première semaine en France, il a fait 53 265 entrées. C'était le 4e des nouvelles sorties. Derrière, Le Comte de Monte-Cristo dont on vient de parler, Sans un bruit jour 1 et La famille Hénédrix, le film avec Laurence Arnay et Danny Boone. Cannes, ça a dû aider. Mais l'Antimos, ça commence à devenir un nom qu'on suit assidûment. Hein. Je veux dire, quand il y a un Antimos... Depuis Ouais. pour Things, en Ouais, fait. même depuis La Favorite, tu vois. L'Antimos, c'est quand il y a un Antimos qui sort, on va le voir. La pauvre créature a quasiment tapé les 600 000 entrées. Là, je suis pas sûr que celui-là tape les 600 000 ans. 600 000 entrées, c'est tout. Pauvre créature, oui. Merde alors, en fait. Mais là, s'il fait en que même temps. 53 000 premières semaines, il est 150. Hein. 150 000, pas plus. On passe à une petite séance de rattrapage, en plus des films qu'on vient de parler. Fred, tu as rattrapé, Les fantômes. et Jérémy et moi, on a quand même rattrapé. Vice versa 2. Voilà. Et moi aussi. Bah oui. Les fantômes, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça dit en fait? C'est quoi? C'est l'histoire d'un rescapé syrien qui vient vivre en France, qui s'est fait torturer pendant 1 an par un criminel de guerre dont il ne connaît pas l'identité. Et il fait partie d'un groupe qui cherche à démasquer cet homme. Et du coup, il a une piste. En fait, il suit un homme. Et c'est pas totalement si c'est lui, parce qu'en gros, pendant sa torture, cet homme était masqué. Voilà. Et donc, tu suis vraiment cet homme qui est très isolé, parce qu'il traque son agresseur, mais vraiment seul. En fait, il a aucune aide de la part de ses collaborateurs qui cherchent en fait dans d'autres villes. Et donc, tu te retrouves dans un peu ce rapport très voyeuriste, où pendant tout le film, tu as un homme qui suit un autre et qui sait pas vraiment comment faire, qui est totalement, qui a été traumatisé par ces événements. Et donc, ouais, non, c'est un film assez dur. Il y a une vraie tension. Et c'est vrai que t'en ressors un peu, un peu fatigué par le truc. Genre pas dans le mauvais sens. Hein. Ça m'a pas subjugué niveau mise en scène. J'ai l'impression que ça évolue pas trop, quoi. Tout le film, tu vois la personne vraiment en train de souffrir, qui essaie de savoir si c'est bien cette personne qui l'a torturé, mais j'ai l'impression que ça va pas plus loin que ça, quoi. Ça dure 1h30, en tout cas. Ok. Parce que du trailer, moi, ça me semblait être un film un peu sur l'essence, sur le son, les choses comme ça. C'est vrai que ça te le vend comme ça, parce que bah, du coup, comme il suit une personne qu'il essaye donc il essaie de pas se faire repérer, bah, il l'écoute beaucoup, il est beaucoup concentré sur lui. Mais effectivement, moi je pensais que les fantômes, ça parlait pas du tout de ça. Je pensais que c'était un délire de personnes décédées qui suivent d'autres personnes. Enfin, vraiment, j'étais parti sur un délire totalement différent, alors que c'est totalement un film social. Mais non, super cool, assez tendu, mais j'ai l'impression que le film va pas plus loin que ça, et c'est très dommage. Parce qu'il y avait un vrai truc derrière. L'acteur est génial, j'ai oublié son nom, mais il est vraiment génial. L'autre gros film, Vice Versa 2, on va pas vous faire l'affront de réexpliquer de quoi ça parle. Non. Moi, la simple chose que je peux dire, c'est que bon, ça me fait très plaisir de voir Pixar revenir sur des standards de qualité comme ça. Le premier avait l'originalité pour lui, mais le 2 a l'occasion de pousser plus loin tous les concepts qu'il explore. Il parle merveilleusement bien à un public jeune de l'anxiété, de la complexité de la psyché humaine. C'est génial. C'est le meilleur film de l'année pour moi, vraiment. Bah, ça se joue avec Monte Cristo pour moi. Pas à ce point-là, quand même, arrêtez. Si, franchement, moi, le film m'a vraiment Ah ouais. touché. Il m'a touché dans mon petit cœur. Bah, c'est super cool, il y a plein d'idées. Je trouve qu'il y a plus d'idées que le 1.
Après, de là à dire que Vice Versa 2 c'est le meilleur film de l'année, j'ai l'impression qu'on regarde que 10 films par an, alors enfin, non, je sais pas. Mais je suis désolé, après c'est peut-être parce que le film il m'a touché, je suis désolé. Ok, parce que si. je trouve que le concept fort du premier, qui est toutes les émotions, etc., et qui est poussé encore plus dans ce film-là, moi je sais pas, ça me parle énormément. Et je trouve ça dingue de réussir à conceptualiser des trucs aussi complexes et de manière aussi simple et aussi fluide. Et que même si on a tous plus de la vingtaine, ça nous touche quand même parce que même si ça parle de l'adolescence. Non, Donc, et puis c'est chouette parce que Vice Versa 1, c'est sorti il y a 10 ans bientôt. Ça parlait à nous et les plus jeunes. Et là, ça s'adresse à une nouvelle génération. C'est pile ce qu'il faut en fait. C'est un bon Pixar, je trouve qu'effectivement ils ont vraiment une très très bonne idée derrière cette idée du Vice Versa. Attends, voilà, dire que c'est le meilleur film de l'année. Arrête de me juger, s'il te plaît. Non, mais Je le rejoins. Pour moi, c'est ça et Monte Cristo. Donc, faut dire, l'année 2024 pour moi est pas une année de après on est en juillet, donc bon. Non, mais encore c'est le sûr. temps. Mais jusque-là, moi, ma grosse claque, c'était Furiosa et Late Night with the Devil. Batte-le, ça va te plaire d'ailleurs, toi. T'étais pas- Challenger aussi, quand même. Oui, c'est dans le top 10. Mais bon, c'est pas. Bref. Il y a plein de films encore. Il y a plein de films. On n'est qu'à la moitié de l'année. Mais on parlera des autres films dans la prochaine saison. Oui. On en finit avec la première partie de l'émission. On commence la deuxième, plus chargée en chronique et en jeu. Et comme d'habitude, on ouvre le bal avec les chiffres de Jérém. Et oui, parce que pour cette émission, vu qu'on est à la mi-année 2024, j'ai décidé de refaire un bilan après les 2 premiers trimestres de l'année en cours. Comme lors du bilan du premier trimestre, lors de l'épisode 14, on va voir les principaux chiffres du box-office français, américain et mondial, et on va voir quelles ont été les évolutions. Alors en France, pour le premier chiffre, je vais à nouveau vous donner le nombre total d'entrées en France après ces 6 premiers mois de 2024. 76 730 116 entrées, soit 9% de moins par rapport à l'année dernière, à la même période. Mais sur la période avril-juin 2024, il y a eu plus d'entrées que sur la période janvier-mars. Donc plus de 35 millions d'entrées pour le premier trimestre, avec une augmentation de 17% pour le deuxième, pour atteindre les 41 millions d'entrées sur la période avril-juin. Dorénavant, nous sommes à 15 films ayant atteint le million d'entrées en France, contre 6 à la fin du premier trimestre. Parlons de gros succès qui sont apparus lors de ces 3 derniers mois, le plus évident étant Un petit truc en plus d'Artus, qui fait des chiffres ahurissants. Actuellement, le film est à 8,4 millions d'entrées, et le film a fait la prouesse de se classer premier du box-office pendant 7 semaines d'affilée, et a fait plus de 1 million d'entrées sur 4 de ces 9 semaines d'exploitation. Ajoutons que lors de ces 3 fameuses semaines d'affilée, qui étaient la 3e, 4e et 5e semaine d'exploitation du film, il a fait plus d'entrées que sur la première semaine d'exploitation. Concrètement, cela veut dire que le film a fait 1 131 341 entrées en première semaine, et bien, lors des 3e, 4e et 5e semaines d'exploitation du film, le film a fait mieux que ça. Le bouche à oreille. Hein. Voilà, le film a énormément bénéficié du Nous, on bouche à l'a oreille. rattrapé genre en 2e ou 3e semaine d'exploitation, je crois. Hein. C'est ça, ouais. Vous en avez pensé quoi? C'est très bien. Le film est honnête, en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas de mépris, il n'y a rien, c'est juste... il est honnête quand il fait ce film, quoi. Autre succès du box-office français très récent, puisqu'on vient d'en parler, c'est Vice Versa 2, parce qu'après 2 semaines d'exploitation, il est déjà 3e du box-office de l'année, avec plus de 3,8 millions d'entrées. Et y a-t-il eu des changements au niveau des semaines avec le plus d'entrées? Eh bien oui, car la semaine qui vient de s'écouler, celle du 26 juin au 2 juillet, est devenue celle ayant enregistré le plus d'entrées, avec plus de 5,1 millions d'entrées enregistrées cette semaine, bien aidé par Vice Versa 2, Le Comte de Monte Cristo, Un petit truc en plus, et bien évidemment par l'aide de la fête du cinéma. Furiosa, peu ça. Pourquoi ça marche pas, Pas du Furiosa tout marché, Furiosa. Furiosa n'a toujours pas dépassé le million d'entrées en France, et c'est à peine remboursé. Il a passé les 500 000 ou pas, Furiosa? Ah oui, mais Oui. il est pas encore au million. Moi je pensais qu'il était vraiment en dessous, que ça avait vraiment Pourquoi pas du tout marché. Mais il s'est à peine remboursé, donc Allez voir petite Furiosa. déception pour George Miller. Va voir Furiosa. Je vais le voir là. Ok. C'est trop bien. Aux États-Unis, quasi 3 milliards de dollars, c'est le nombre total de recettes aux USA cette mi-année. Donc également comme en France, le deuxième trimestre aura fait mieux que le premier. 1,7 milliard contre 1,3 pour le premier. Nous avons donc un nouveau numéro 1 aux USA puisqu'il s'agit de Vice Versa 2 qui en moins de 3 semaines a engrangé plus de 500 millions de dollars de recettes et il prend donc la place de Dune partie 2. Quelques nouveautés dans le top 10 US, notamment Bad Boys 4 au 5e rang avec plus de 169 millions de dollars et La Planète des Singes, le Nouveau Royaume au 6e rang, tout juste derrière avec 1 million de moins que Bad Boys 4 à 168 millions. Le meilleur démarrage de l'année est passé également des mains de Dune 2 à Vice Versa 2 avec un démarrage à plus de 154 millions de dollars de recettes. C'était le premier démarrage à plus de 100 millions depuis Barbie. Barbie Oppenheimer qui est bientôt va être répété, non? Vous avez pas vu les infos? Hein?
un Gladiator avec un Wicked. Ah ouais, ça c'est Un marrant Wii- ça. Ah, ce serait un Wicked-Tor. Wickediator. Je sais plus c'était quoi le nom, bref. Je sais pas si ça aura la même puissance que le Barbenheimer, franchement. Ils veulent en tout cas le sortir tous les deux le même jour. Le Barbenheimer c'était chouette. Ils vont faire un film de toute manière. Quoi? Premier degré, hein. Il y a un film Barbenheimer Non, en mais pré- ça va être de la merde en et puis prépa. voilà. Non. Si. Le box-office américain a bien repris des couleurs car on fait un x4 par rapport au nombre de films ayant dépassé les 100 millions de dollars de recettes, passant de 2 à la fin du premier trimestre à 8 à la fin du deuxième. Et au niveau mondial, également aucune concurrence pour le nouveau roi du box-office de 2024, Vice Versa 2, devenant le premier film de l'année à dépasser la barre symbolique du milliard. Sacrée performance car c'est le film d'animation ayant atteint le milliard le plus rapidement en à peu près 15 jours. Et il est actuellement à 1,1 milliard de dollars de recettes mondiales. 17 films ont atteint les 100 millions de recettes mondiales à la mi-année contre 5 au quart de l'année. Et réévoquons un petit truc en plus, car rien qu'avec ses entrées françaises, car le film n'est pour l'instant sorti sur aucun autre territoire, le film se place à la 24e place du box-office mondial avec plus de 62 millions de recettes mondiales, avec plus de 62 millions de recettes, soit plus que des films comme Night Swim, Back to Black ou encore La Malédiction l'origine. C'est vrai que Back to Black finalement ça a fait un flop, hein. À peu près 50 millions, je crois. Pour l'ambition que ça avait, tu vois, de s'inscrire dans la continuité des biopics de chanteurs. Genre Bob Marley qui était sorti plus tôt l'année. Voilà, au Bohemian Rhapsody. Voilà. C'est un petit flop. Donc ce qu'on peut retenir de ce deuxième trimestre 2024, c'est la reprise de couleurs du box-office un peu partout dans le monde, même si les chiffres ne sont pas faramineux, ils sont assez positifs à la vue du premier trimestre qui était assez alarmant. Maintenant, voyons si les grosses sorties de l'été pourront redonner encore plus de couleurs à un box-office qu'on voyait en berne à la fin de l'hiver. Wolverine, Deadpool. C'est vrai que ça va faire le milliard, hein, assurément. Donc pour toi, ce serait le deuxième film rated R qui passera la barre du milliard après Joker. Oh oui. Je pense que Non. ça marchera, moi je pense que ça va pas du tout marcher. Je pense que ça va faire un énorme flop. Ouais, Sérieux moi aussi. Intuition, après je peux Ouais. me tromper, mais. Ah ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme gros film cet été? Il y a quoi? Il y a donc du coup Deadpool et Wolverine. Il y a Alien Romulus. Ah Ouais, oui, ouais, mais Léon ça- il va passer inaperçu lui aussi. Hein. C'est Je un pense. Alien, tu vois. Alien, ça a jamais fait des scores Oui, c'est faramineux sûr. non plus, quoi. C'est sûr. Il y a quoi d'autre? Il y a Twisters. Rien à foutre. Ouais, je sais. Moi, je suis le seul qui soit à fond sur ce film. Parce que Deadpool 2, déjà, ça avait super bien marché ou pas? Non, c'était déjà en baisse avec Deadpool 2. Coup-ci, coup-ça, mais là, il y a Wolverine, mec. Ouais, mais Ah, c'est ouais, du mais passé. Wolverine, c'est du passé C'est aussi, du passé, je suis on est d'accord. passé à autre chose. Est-ce que tous les meilleurs films, enfin tous les plus gros milliards qui sont faits des années dernières, c'était pas genre le passé, genre oh le Roi Lion 2019? Dès qu'on fait revenir le passé, justement, ça tape le milliard. Mais je pense que justement, on commence à en avoir marre de ces trucs où on refait revenir des personnages Je d'anciens pense surtout films. que les ou- films Wolverine ont une grosse une ambition et une certaine grandeur dans leur récit que Deadpool n'a jamais atteint. Deadpool, c'est très fixe, t'as peu de lieux, t'as peu d'action, t'as peu de personnages, et ça base tout sur un humour qui est, je pense, plutôt dépassé maintenant. Je pense que c'est J'y crois dépassé. pas, perso, ouais, mais- vraiment, il arrive, c'est totalement dépassé Mais le monde peut-être Deadpool. Eh ben, on verra. que Deadpool va me donner tort. Nous verrons. Merci pour les chiffres. Ouais, de rien. Vous savez, pour la prochaine et la dernière émission de l'année, ça sera les chiffres de DCP saison 1. Ok, eh bien moi, je ne vais pas vous faire jouer, je vais ramener une chronique que j'avais fait il y a assez longtemps qui s'appelle Le pire tournage, et je vais vous parler d'un film d'horreur. Alors quand on parle de tournage atroce, on a le choix. Souvent on se tourne vers des très grosses productions, je vous avais parlé par exemple du 13e guerrier, mais on peut aussi penser au tournage d'Apocalypse Now, d'Aguirre, de The Revenant, qui ont fait plonger des équipes entières dans la nature hostile. Mais là, je vais vous parler donc d'un petit film. Parce que les petits films aussi, ils ont droit à leur lot de drama et de problèmes. Un petit film. C'est un petit film qui est devenu avec le temps un immense film. Oui. Un gros classique du cinéma d'horreur, mais il partait de loin, parce que ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse, ou Texas Chainsaw Massacre dans sa version originale. Le film s'inspire ouvertement de l'affaire du tueur en série et cannibale Ed Gein, qui s'est déroulée dans le Wisconsin. Toutefois, et comme le titre l'indique, le récit se situe au Texas, parce que Texas Chainsaw Massacre. Et pourquoi le Texas? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de thunes pour faire déplacer les acteurs, parce que les acteurs habitaient majoritairement au Texas. Du coup, ils ont préféré se déplacer au Texas. Donc le film aurait pu s'appeler Wisconsin Chainsaw Massacre, mais par pur souci de budget, il s'est appelé Texas Chainsaw Massacre. Et en fait, c'est pas le seul problème d'argent qu'ils vont avoir. Ils ont pas de thunes. C'est bien ce qui manque à Toby Hooper, puisque c'est parce qu'il n'avait pas assez d'argent, par exemple, qu'il a dû composer la musique lui-même, et qu'ils ont emprunté le van de l'ingé son pour faire le film. Hooper avait tellement pas assez d'argent qu'il a même payé le narrateur avec un joint. C'est génial. Voilà. Il faut savoir aussi que le film devait à la base se tourner en 7 jours et qu'au final, en raison d'accidents de tournage sur lesquels je vais revenir et donc du budget limité, le tournage s'est étendu sur un mois complet. Un mois complet dans la chaleur du Texas où tout le monde suait comme pas permis et où tout le monde était fatigué de devoir courir, hurler sous ce soleil de plomb. C'est dans ce contexte, par exemple, que John Duncan, qui joue le grand-père de la famille de cannibales, a dû revêtir un maquillage qui a pris 36 heures à se faire.
36 heures. Mais il n'est pas le seul à avoir mortifié son corps pour la beauté du cinéma d'horreur, parce que sachez que certaines blessures que vous voyez à l'écran sont réelles. Durant la course-poursuite nocturne en pleine forêt, l'actrice Marilyn Byrne s'est pris beaucoup de branches d'arbres dans la gueule, et ce sont donc ces vraies taches de sang qu'on peut voir sur ses habits. C'était encore pire pour Gunnar Hansen, le gars qui joue le tueur masqué Leatherface, puisqu'en réalité il ne voyait absolument rien avec son masque, et il s'est souvent pris des coins et des portes dans la gueule aussi. Mais c'est surtout... il courait quand même avec une tronçonneuse en marche. Ouais, aussi, putain. La scène de fin, le balai, là. Donc surtout, il s'est beaucoup coupé, le con. Bref, tourner Massacre à la tronçonneuse, ça a été un véritable bordel, et ce fut encore pire quand il a été question de le diffuser, parce que le film, il est quand même giga violent, les ossements qu'on voit à l'écran, c'est des vrais ossements d'animaux, et les personnages sont giga dérangés. Donc en France, j'ai fait le petit retour, en France, le film a été classé X, puis interdit aux moins de 18 ans à partir de 81. Donc avant 81, vous ne pouviez aller voir Massacre à la tronçonneuse que dans des cinémas pornographiques. L'Australie n'a pu voir le film qu'à partir des années 80, mais c'est pas le pire, parce qu'en Grande-Bretagne, le film a été diffusé qu'à partir de 99, et en Finlande, il a fallu attendre 25 ans avant d'être projeté. Est-ce que ça valait le coup ? Oui. Après, quand tu dis que c'est un film gore, je suis pas d'accord en vrai. Je pense que les gens avaient une mauvaise image du film parce que ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il y a tout ce truc où c'était l'un des premiers films qui, un peu avec Psychose, qui prenait un antagoniste qui était en fait humain, qui était totalement humain comme les autres. Mais je trouve pas que le film soit si gore que ça. Il est macabre. Il est Il est dérangeant. macabre, il est dérangeant, mais il y a aucun moment où il y a une scène super gore dans le film. Oui, mais genre, tu il y vois. a de vrais ossements, tu vois les corps en putréfaction. Genre, même si tu vois pas la violence nette, il y a quand même des images qui te restent. Genre, cette image de Leatherface qui fout Sur le crochet, ouais. l'actrice sur le crochet, le coup de marteau, même s'il est filmé de très loin. Il y a des choses qui sont extrêmement dérangeantes et qui. Puis pour les moi, cris à la fin. Ouais, pour moi, c'est un des films les plus dérangeants que j'ai vu de ma vie. Hein. Et quand tu parles de moyens un peu économiques, etc., il y a aussi la pellicule. Ils avaient tourné en 16 mm. Ouais. Et en fait, pour donner un air un peu crasseux et parce que c'était pas ouf, ils ont gonflé la pellicule. Donc ça a donné une image vraiment granuleuse, vraiment dégueulasse. Ça, j'ignorais. Voilà, donc c'était tourné en 16. Donc qui voilà. est pas du 35, quoi. C'est avec de petits moyens et beaucoup de débrouillardise qu'on finit par faire des grands films. Et sachez que maintenant, en France, le film est interdit aux moins de 16 ans. Il est passé en interdit moins de 16. Ouais. Depuis sa réédition en DVD Blu-ray en 2013, je sais plus. C'est par ce biais-là que d'ailleurs que j'avais acheté le film en DVD et que je l'ai découvert. J'adore ce film. J'adore aussi. Je le trouve génial. Incroyable. C'est vraiment un film que tout le monde aurait pu faire. Ils ont galéré comme pas permis à le faire. Ils se sont fait beaucoup mal, mais ça valait le coup, franchement. Et on arrive à la dernière chronique de cette émission. He's back. Il y a 5 épisodes, tout juste. Julien donnait innocemment son joker à Fred en disant voilà, le prochain épisode, tu parles de ce que tu veux. Ça a pris du temps. Enfin, le joker de Fred. C'est un Joker très simple. Je voulais pas me casser la tête. Je voulais qu'on parle de cinéma. Merci. Avec notre amour, avec notre cœur. Je réfléchis un peu aux films qui m'ont marqué. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à un film qui nous a marqué, enfin, ce que j'entends de la part des autres, c'est que c'est des films qu'ils ont vus au cinéma. Vous voyez ? On va souvent dire, cette expérience-là, c'était ce film au cinéma. C'était tel film dans telle salle. Et moi, quand je pense à un film qui m'a vraiment marqué, et ben à chaque fois, c'est un film que j'ai jamais vu au cinéma. Ouais, moi, c'est chez moi. On est d'accord, tu vois. Par exemple, c'était le confinement. Il y avait un pote qui m'avait dit regarde Waves, le nouveau film à 24, il est sorti au cinéma, mais il est resté qu'une semaine. Bon, après, il y a eu le confinement, donc ça c'est fini. Et j'ai regardé le film et j'ai vraiment passé un énorme moment. Et je crois que j'ai tellement aimé le film que pendant le visionnage, j'étais obligé de mettre sur pause des fois. Pour un peu. Putain, c'est génial. Et je me suis dit, à partir de là, est-ce qu'un film, on va mieux le vivre au cinéma ou alors chez nous ? Est-ce que c'est pas mieux finalement de voir un film chez nous ? Bah, chez soi, c'est un peu plus personnel comme expérience. Au cinéma, genre, t'es dans le moult, t'es dans l'incroyable. Mais effectivement, il n'y a pas de film que j'ai vu au cinéma. Je pense à Interstellar, mais bon, c'est dans une certaine mesure. Il n'y a pas de film qui m'a marqué au fer rouge tout le restant de ma vie que j'ai vu au cinéma en premier. Je sais pas vous. Alors ça dépend du contexte, parce que il y a des films que j'ai vus au cinéma, bon, bien sûr, vous pouvez penser à Django Unchained, parce que je l'ai déjà dit lors de l'épisode 19, si je dis pas des bêtises, que c'est une séance qui m'a foutu une énorme claque dans ma gueule, parce que c'est le film qui m'a fait découvrir ma cinéphilie. Mais les films que je me souviens le plus, c'est les films que je me suis maté chez moi, genre les Spider-Man de Sam Raimi, pareil, je crois que je l'avais déjà évoqué. Je me suis maté les films de Sam Raimi que chez moi quasiment. Enfin, quand je les ai découverts, c'était que chez moi, et pourtant,
j'en garde des souvenirs impérissables de ces visionnages. Après, ces films-là, j'avoue, je les ai vus aussi au cinéma. Spider-Man 2 et 3, c'était au cinéma pour moi. Après, c'est peut-être pas tant lié à la façon dont ça a été regardé, que ce soit sur un écran chez nous ou sur une salle, que les souvenirs et les découvertes qu'on attache à ce film. Par exemple, tu prends les Spider-Man, mais parce qu'ils t'ont marqué quand tu étais enfant, parce qu'ils ont marqué ton début de cinéphilie. Forcément, tu les découvres chez toi, mais c'est pas le fait de l'avoir vu sur l'écran. Et je pense que notamment, c'est pour ça qu'il y a de nombreux films qu'on apprécie chez soi, qu'on a très envie de voir au cinéma et qu'on apprécie encore plus quand on les revoit au cinéma. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder des films, donc dans mon adolescence, 15-16 ans, donc quand je découvrais les Tarantino, les Sergio Leone, je les voyais pas au cinéma, c'est-à-dire que tu les vois chez toi sur un petit écran, mais c'est tellement nouveau ce que tu découvres, que ce soit les musiques, les plans. C'est pour ça qu'on cite souvent Tarantino dans les films que tu découvres en premier, parce que c'est un mix de tout ce qui a été fait dans le cinéma. Forcément, quand tu es habitué qu'à des gros blockbusters, qu'à quelques comédies, quand tu vois les dialogues, la violence qu'il peut avoir, tous les plans qui en ressortent, ça te surprend. Mais c'est pas forcément lié, c'est lié à cette découverte, je pense. Mais tu vois, moi, je revois un peu les films qui m'ont extrêmement marqué. Et effectivement, il y a quand même des films que j'ai vus au cinéma qui m'ont marqué sur la durée. Mais genre, par exemple, je vois Wall-E. Genre, j'adore Wall-E. Il y avait Ringo, Pirates des Caraïbes 3 aussi. Mais je me souviens pas tant que ça de la séance que du nombre de fois que je les ai revus après. Genre Nemo, pareil. Nemo, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. Oh, pareil. Je me souviens être entré dans la salle. Je me souviens absolument pas du film. Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre regarder un film sur un ordi et au cinéma, c'est que tu peux mettre sur pause. Et je pense qu'avoir le contrôle sur un film que tu apprécies chez toi, je pense que ça ajoute encore plus à ce film. Je sais pas si vous voyez. Par exemple, Waves, du coup, j'aimais tellement le film que j'avais ce truc genre hyper à fond et j'étais obligé de mettre sur pause. Fallait le faire durer. J'étais obligé de mettre sur pause et de me dire putain, je suis en train de voir quelque chose de fou. Je critique pas du tout le cinéma, mais le cinéma, il y a quand même un truc où t'as pas du tout le contrôle, t'es devant un énorme écran géant. Tu vis une expérience et j'ai l'impression que cette expérience-là, en fait, elle peut se dédoubler en fait chez toi. D'où ce que je dis sur Par d'autres moyens. Le côté impersonnel. Moi, je trouve ça bien de ne pas pouvoir mettre pause, justement, parce que tu peux facilement te déconcentrer. Enfin, moi, j'ai le souvenir de films, justement, que j'ai eu du mal à apprécier, parce que pour X raisons, je sais, les films que je voyais chez moi en streaming, le sous-titre qui saute, le film qui bug à cause de la connexion, au bout d'un moment, quand t'es à la 5e fois après avoir mis pause et relancé le film, t'es absolument plus dedans. Et moi, j'ai des souvenirs, alors j'ai plus de films en tête, mais je sais qu'il y a eu des films qui étaient des classiques. Quand tu es 5e fois, 6e fois que tu mets pause ou qu'il y a un problème, ça te sort vachement de ton expérience quand même. Par rapport à ce que tu disais sur le fait de contrôler un peu comment tu regardes le film, pareil, les Spider-Man de Sam Raimi, moi des fois je me matais que les séquences que je voulais voir. Parfois je me les repassais. Pareil. Je me les repassais juste après, tu vas avoir vu. Genre la scène du train, parfois ça m'arrivait, la scène du train dans le 2 là. Parfois je la remettais 3 fois pour la revoir encore une fois. Moi, à l'époque bénite de Imule, j'avais Kung Fu Panda en 720p. Qu'est-ce que j'ai pu me remater le combat entre Shifu et Tai Lung. Mais en fait, Avatar. Je me souviens de la fois où je l'ai vu au cinéma. Effectivement, Avatar reste une des séances les plus marquantes de ma vie et une des plus déterminantes. Et sur ce que tes potes disent, peut-être qu'Avatar se joint à cette liste en fait de films vus au cinéma et où la séance a déterminé beaucoup de choses par la suite. Mais Imule. Vous avez pas connu Imule d'ailleurs ? Non. Si, mais j'ai non. pas trop. Putain, vous êtes trop jeunes les gars. Il fait le vieux alors qu'il a qu'un an de plus que Non nous. mais je me souviens quand Star Wars épisode 3 venait de sortir et que genre on l'avait vu au cinéma, le lendemain soir ma mère elle l'a sur son ordinateur et je suis en mode mais comment t'as fait ? Elle m'a fait Imule et je découvre l'idée du téléchargement, le concept de téléchargement et le fait que tu puisses avoir le film en avance et j'étais en mode incroyable, on n'est pas retourné au cinéma les 3 années qui ont suivi. Merci de tuer le cinéma, ouais. Ouais, génial, Owen. Ouais. Et j'avais 6 ans, qu'est-ce que tu veux ? On l'a tous fait, ne t'inquiète pas, et on continue à le faire. Après, il y a des films aussi qui, je pense, sont faits pour être vus sur un ordi. Par exemple, j'ai. je vois où tu veux en venir, mon gars. Dis-donc, Je vois. n'aurais-tu écrit un mémoire sur le sujet justement ? J'écrivais du coup en mémoire sur les films écrans, plus précisément des films d'horreur. Et tout le concept, c'était de faire un film, de faire un film à partir d'une conversation d'ordinateur, donc sur Skype, sur Zoom, etc. Et c'est vrai que c'est des films qui sont faits pour être vus sur un ordi. Par exemple, Unfriended, je sais qu'il a été distribué en salle, vraiment en salle de cinéma. Et c'est vrai qu'il y avait une impression un peu plus chelou, quoi. Ça rejoint ce qu'on avait dit lors de l'émission avec Marie-Jeanne, quand on parlait des fan footage, où je disais que par exemple un film comme Blair Witch, mais même un film comme Rec ou
Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes, c'était le genre de film où justement voir sur un ordinateur, ça rajoute ce côté très réaliste que veut te donner le film. Que tu es Très vraiment un ob- témoin, quoi. Voilà, de ce très que tu- objet retrouvé. Mm. Comme si tu étais perdu sur Internet et comme quand sur YouTube tu tombes sur des extraits ou des creepypasta, des choses comme ça. Bah, justement, j'allais y venir justement et que c'est ce que moi je disais en conclusion dans mon mémoire, c'est que j'ai l'impression que le cinéma d'horreur, en tout cas, il va vers une forme hyper autonome. C'est quelque chose maintenant qu'on va chercher nous-mêmes sur Internet. Donc comme tu parlais des creepypasta et tout le reste, quoi, l'analogue horror, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette idée d'aller voir un film à l'aveugle, par exemple. Moi, le dernier vrai film que j'ai vu à l'aveugle, c'était Play, c'était en 2020. Je suis entré dans le film parce que, oh tiens, il y a Alain Chabat et Max Boublil, j'aime bien ces deux mecs, tu vois. Ah, Play, trop bien. Mais maintenant, on a toujours l'habitude de préméditer le film qu'on va voir, genre à l'heure ou même le jour à l'avance. En se disant, c'est ce film-là que je vais télécharger ce soir, ou dont je vais acheter le DVD, ou que je vais aller acheter ma séance. Bah même tu sais ça, tu prévois ta séance en avance, c'est en mode de je vais aller voir tel film à telle Ouais, heure parce mais que faut que je le. On va plus on va plus genre se pointer à la cinémathèque ou à la filmothèque en mode, oh tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ouais, ça me rappelle un souvenir, ça commence à remonter, c'était quand il y a eu Black Clansman de Spike Lee. Donc j'avais quand même entendu de quoi parlait le film, voilà, mais j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. Je mange avec un ami et on était sur Paris. Il me dit viens, on va au hall et on va le voir. Du coup, vraiment sans rien savoir, j'y suis allé. Et c'était, c'est vrai que cette expérience de dire tu vas voir un film, c'est pas sur quoi tu vas tomber, et t'en ressors et c'est bien, c'est quand même pas mal. C'est agréable, oui. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à m'y mettre. Mais c'est pas évident parce que déjà si tu vas à l'aveugle et que t'es déçu. En même temps, un film c'est long, c'est au moins 1h30, voire tu peux monter à 2h30. Quand tu vois un film que t'aimes pas, tu peux avoir la sensation d'avoir perdu du temps, quoi. Donc t'as forcément cette envie de regarder quelque chose qui va te plaire. Oui, c'est surtout que ça que maintenant on fait des CP. On va moins voir de films pour nous entre guillemets au ciné, on va plus voir personnellement, je vais plus voir les films pour des CP, même s'il m'arrive de voir encore des films à côté pour mon plaisir personnel. Mais du coup, vu qu'on en parle avant, on prépare l'émission en amont, on sait de quel film on va parler, du coup on anticipe, on se renseigne, on va le voir. Et C'est très intéressant, ça pourrait donner lieu à une sorte d'émission un peu particulière, de film à l'aveugle. Mais pareil, là tu parlais du fait de voir sur un ordi, et si on combine ces deux réflexions, voir un film à l'aveugle et voir un film sur un ordi, c'est comme quand t'es moi je suis sur Canal ou sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme, tu regardes ce qui vient de sortir, tu scrolles sur le menu et tu te dis valise, je vais voir tel film. Et il y avait pas cette option-là sur Netflix à ses débuts, genre le aléatoire? Il y avait pas un truc comme ça avant? Je crois que ça existe toujours, mais je sais pas si c'est très démocratisé. Ouais, Je crois que ça me dit quelque chose aussi. Genre allez, je te laisse me montrer au hasard. Il y avait plein de délires où tu répondais à des questions, mais ça c'est d'autres sites en Je fait. sais Tu pas, réponds, j'ai jamais eu Netflix moi. En fait, donc, t'as d'autres sites où tu réponds à des questions en mode j'aime tel ou tel film. T'as plusieurs questions et à la fin ils te proposent un film disponible sur Netflix. Mais ouais, qui s'y mettrait encore, tu vois, genre juste, j'ai 2 heures à tuer, film, mais au hasard, un film de 2 heures. En fait, on a tellement de champs, on a tellement de conseils sur les réseaux, tellement de trucs à voir que je pense qu'on n'arrive plus à avoir ce truc de regarder un film à l'aveugle. Des fois il y a rien qui t'intéresse. Ouais, et puis Ouais. c'est aussi, ouais. On est devenu chiant et exigeant aussi en termes de films qu'on a envie de voir. En tout cas, oui, je voulais revenir un peu, désolé, j'en ai un peu profité. Mais oui, effectivement, moi, je suis hyper à fond sur l'horreur, le cinéma d'horreur, et je me dis que, en fait, la prochaine étape du cinéma d'horreur, parce que l'horreur, on peut le diviser en plusieurs époques, plusieurs avancées. Je sais que les années 2000, on parlait beaucoup des remakes. Les années 70, c'était les slashers. Enfin, c'était un peu, vous voyez, c'était séparé comme ça. Et j'ai l'impression que 2020-2030, ça va être l'horreur se déploie dans d'autres formes que le cinéma. Et ça devient un peu en même temps des expériences cinématographiques. Mais Oui. c'est Internet, en fait. C'est Internet. C'est juste, il gagne. En fait, l'horreur d'Internet est plus insidieux et plus prenant aujourd'hui que l'horreur Parce qu'il du est cinéma. tout à fait mystérieux, parce qu'on le comprend pas, on le cerne pas. Surtout que tu peux avoir accès directement. C'est-à-dire que une séance de cinéma, tu vas minimum, comme on le disait, tu vas la programmer, tu vas prévoir d'aller voir un tel film. Tu peux aller sur YouTube et de algorithme en algorithme ou de vidéo recommandée tomber sur une vidéo court-métrage d'horreur. Mais c'est toi aussi, tu disais sur l'émission, on parlait de Blair Witch, tout ça. Paranormal Activity, c'est parce qu'on y va en nous vendant le concept que tu vas avoir peur, C'est ça. que tu te conditionnes. Alors que Internet, c'est l'indécis, Blair Witch, c'est ce que je disais, quand ça arrivait, c'était une énorme surprise. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu cette forme du faux documentaire Punishment Park, notamment dans les années 70, ou Cannibal Holocaust, à une époque où, vu qu'il y avait encore moins Internet, il n'y avait pas cette idée de vérification. Et pareil pour Blair Witch, arrive à un moment où Internet à peine émerge et où ça renforce ce côté. Est-ce que c'était vrai ou pas? Paranormal Activity, c'est 2005, il me semble. 2007. Facebook existe, Twitter existe, on n'est pas au niveau de surinformation qu'on est maintenant, et le but de Paranormal Activity, c'était déjà de te vendre un film, c'est le film qui fait le plus peur. Ah, c'est ça, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi que le film il a été massivement il y a eu une communication massive sur les réseaux, et
Il y a eu un petit coup de com' qui était quand même assez bon move de la part de Paramount, c'est de montrer aucune image du film en fait. Ils montraient que Les la spectateurs. bande-annonce, c'était que des réactions de spectateurs face au film. C'était génial, ouais. Et ça, c'était un énorme coup de com', mais c'est ça qui a fonctionné. Et aussi parce qu'ils ont peut-être glissé un petit billet à papy Steven Spielberg pour dire dis que le film il est bien. Mais après, c'est comme les coups de com' qu'on a, je pense, pour c'était les Annabelle, où on te sort toujours les spectateurs ont fait des malaises devant le film, on a dû évacuer la salle, alors que. Alors des fois ça arrive, mais ça n'a absolument rien à voir avec le film, genre une personne qui fait un malaise, qui a trop chaud ou quoi que ce soit, et on essaie de te vendre ça comme le film qui fait le plus peur. Mais Alors qu'en fait, non, elle était endormie. oui. Non mais de toute façon, là on dévie, mais un film qui est un film d'horreur, qui est de l'épouvante, qui veut faire peur, si son argument c'est notre but c'est de faire peur, on vend un film qui fait peur, bah c'est déjà raté. La peur tu l'as quand tu t'y attends pas ou quand tu ne veux pas quand c'est pas ta source principale. Est-ce que t'as envie de développer un petit peu plus sur ton Joker ou t'es déjà satisfait de la On a tournure que bien ça a parlé pris? là en plus. Ouais. C'est très bien. Ok, eh bien merci pour ton Joker. De rien. On fera quand même un Joker final dans l'épisode final de la saison 1. À qui veux-tu le confier, ce Joker? Je te le donne à toi, Owen. Ah, ça fait plaisir. Voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un Joker. Bah voilà. Je vais réfléchir. Il pense à un truc machiavélique. Il y aura le Joker pendant 10 émissions. Je bloque le Joker pour toute la saison 2, voilà. Voilà. Eh bien les amis, l'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les applications de streaming audio, sur YouTube et sur Instagram. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de nous écouter, ça nous fait très plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode final de la saison 1 qui sera un peu différent. Et puis des grosses bises à vous tous. Bisous. Au revoir. Au revoir. Mais un pouce bleu.